Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois sur le plateau de Au fond des choses. Cette émission au cours de laquelle nous vous mettons directement en conversation avec une personnalité du monde dont le parcours ne laisse personne indifférent. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Amadou Makhtar Mbow. Vous le connaissez, c'est le Sénégalais exceptionnel qui a dirigé pendant 2 mandats l'UNESCO. Mais avant l'UNESCO et après l'UNESCO, nous avons eu plusieurs Amadou Makhtar Mbow. Alors c'est autour de ça que nous allons discuter ce soir. Monsieur Mbow, bonsoir et bienvenue sur Au fond des choses. Bonsoir, monsieur Gueye. Je sais que vous êtes de Saint-Louis du Sénégal, que vous avez grandi à Saint-Louis et que vous avez commencé par une école d'aviateur, ou bien une école de l'air en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Oui, en fait, mes parents sont originaires de Saint-Louis. Ma mère est née à la Pointe-Nord et mon père, quoique né à Ndialakhar, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de kilomètres de Saint-Louis, a été déclaré comme étant né à Saint-Louis. Mais en fait, j'ai grandi à Louga. Je suis né à Dakar le 20 mars 1921, mais c'est à Louga que j'ai grandi avant de me retrouver en France dans une école d'aviation. Très bien. Cette école d'aviation, c'est une histoire simple, mais quand même un peu complexe. Dans la mesure où, à l'époque, je crois que nous étions les seuls Africains admis dans une école de cette nature. Pourquoi une école d'aviation? Il faut se rappeler le contexte de l'époque. Nous étions dans les années 1930. En 1936, le Front populaire était arrivé au pouvoir en France et le gouvernement du Front populaire avait lancé un vaste programme d'équipement aérien. Et pour favoriser, ou pour faire éclore plutôt des vocations aériennes, on avait créé l'aviation populaire. C'est-à-dire qu'en France même, on regroupait des jeunes, on essayait de les intéresser à l'aviation, on leur donnait une formation théorique et parfois pratique. La formation pratique étant concrétisée par le vol à voile, pour susciter, comme j'ai dit tout à l'heure, des vocations. Au Sénégal, Dakar était une annexe de la France de l'époque. J'ai eu à connaître, en ce moment-là, des personnes qui s'intéressaient à la question. Je faisais du scoutisme et j'ai rencontré des camarades, d'ailleurs français la plupart, qui eux-mêmes faisaient du scoutisme et s'intéressaient. C'est ainsi donc que j'ai été admis à l'aviation populaire à Dakar. J'ai suivi des cours théoriques pendant quelques mois et la guerre étant déclarée, j'ai voulu participer à la guerre. Comment avez-vous vécu la Deuxième Guerre mondiale, rapidement? Écoutez, d'abord, il y a... Vous aviez quel âge quand vous êtes entré? J'avais 19 ans. Ah, 19 ans. L'expérience de la Deuxième Guerre mondiale est en 2 temps. D'abord, la partie qui va de 1940 à la défaite de la France en juin 1940, et ensuite celle qui résulte de mon rappel sous les drapeaux en le 15 janvier 1943. Dans la première partie, effectivement, j'étais dans une école de l'armée de l'air, comme j'ai dit, quand les Allemands ont lancé leur grande offensive, qui est une offensive éclair. On a donné l'ordre de repli à mon école, pratiquement quand les Allemands étaient aux portes de la Bretagne. L'école se trouvait en Bretagne. Et j'avais été choisi avec 2 sous-officiers pour assurer la liaison des différents éléments de l'école qui s'est déplacée, parce que j'étais un très bon tireur. Le lendemain même où nous avons quitté l'école, nous avons été entourés par des troupes allemandes. Nous avons décidé de ne pas nous rendre. Et c'est ainsi que j'ai vécu pendant 1 mois, clandestinement en Bretagne avec l'armée allemande, libéré en octobre 1940, et j'ai repris mon travail ici à la circonscription de Dakar Indépendance, où je m'occupais en ce moment-là des services économiques, parce que le problème du ravitaillement de Dakar se posait. Et j'ai été rappelé
comme militaire le 15 janvier 1943, affecté à la base aérienne de Thiès, d'où j'ai fait un concours d'admission à une nouvelle école, cette fois-ci qui était à Agadir, mais qui était semblable à l'école que je voulais fréquenter, que j'avais commencé à fréquenter à Saint-Malo. Vous êtes un homme politique aussi, un acteur de la vie politique sénégalaise, africaine, avant l'indépendance et après l'indépendance. Parlez-nous un peu de cela rapidement. Nous pensions en effet qu'il fallait changer la condition des peuples africains. Et cette condition, nous étions convaincus que pour la changer, il fallait d'abord que nous réglions le problème fondamental, c'est-à-dire le problème politique. Sans indépendance politique, sans possibilité de décider de notre sort, nous ne voyons aucun moyen de changer la condition des Africains. Nous sommes donc rentrés au Sénégal, en Afrique, et nous nous sommes retrouvés à quelques-uns en 1955, à la suite des élections qui avaient marqué le triomphe intégral du parti de Senghor, le Bloc démocratique sénégalais. Nous avons décidé à quelques-uns, avec Ablaye Ly, qui était considéré comme notre aîné, de négocier avec Senghor, d'entrer dans le parti du Senghor, qui était le Bloc démocratique sénégalais. Nous étions convaincus que, avec la division qui était la règle au Sénégal des principaux partis politiques et le combat que se menaient ces partis, il n'y avait aucune possibilité de former un front commun face aux colonisateurs. Et on peut dire qu'en 1958, l'objectif en tout cas que nous avions atteint nous était réalisé. Et dès lors se posait d'ailleurs le problème de l'indépendance qui fut posé lors du congrès du PRA, du Parti du regroupement africain, à Cotonou en juillet 1958. J'ai oublié de dire quand même qu'en 1957 a été constitué un gouvernement autonome au Sénégal. C'était le gouvernement de l'autonomie interne, de la loi cadre, où nous étions 10 ministres sous la présidence du gouverneur dans un premier temps, mais avec comme vice-président Mamadou Dia. En 68, Mbow et 68 et les étudiants et Senghor. Oui, il faut dire que quand je suis devenu ministre de l'Éducation, j'ai eu un certain nombre de surprises. Nous ignorions, en tout cas j'ignorais moi, les accords de coopération au moment de l'indépendance entre la France et nous. Et je me suis retrouvé ministre de l'Éducation du Sénégal avec un directeur des enseignements supérieurs qui était nommé par la France. Et plus est, ce directeur des enseignements supérieurs était le recteur de l'Université de Dakar. Donc, l'Université de Dakar, qui continue d'ailleurs à être financée par la France, ce qui fait que, en fait, notre marge de manœuvre en tant que ministre de l'Éducation était extrêmement limitée. J'avais, je me suis rendu compte, au bout de quelques temps, peut-être aussi avec le contact que j'ai eu avec l'UNESCO, l'expérience que j'ai acquise de l'évolution de l'enseignement supérieur dans le monde à partir de ce moment-là, que sans doute il y avait un certain nombre de réformes à faire. La conception que nous avions de l'université et la vision que le pouvoir avait de l'université ne me paraissait plus correspondre à ce que devait être une université en Afrique, et surtout une université de l'Université de Dakar. La crise de 1968 a empêché la concrétisation des idées. Je me heurtais bien entendu à certaines réticences au niveau du Sénégal. Je pourrais citer un exemple précis. J'ai pensé très tôt que nos systèmes d'enseignement supérieur, tels qu'ils étaient conçus, en tout cas notre organisation de l'enseignement supérieur, telle que cette organisation a été conçue, ne correspondait pas aux réalités de nos différents pays. Et nous nous disions que il y avait deux universités principales dans l'espace francophone de l'époque. Il y avait l'université d'Abidjan
qui était la cadette de l'Université de Dakar, et il y avait l'Université de Dakar. Nous avions donc là deux grands pôles de formation, de recherche et de formation dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous recevions des étudiants appartenant aux différents États de la région. L'idée m'était venue devant les problèmes politiques qui se posaient au niveau de l'université, parce qu'il y a des problèmes politiques. Mon idée avait été que peut-être nous devions changer complètement la structure de l'université. Au lieu d'en faire une université sénégalaise, en faire une université de l'Afrique de l'Ouest. Abidjan en étant une autre. Et un accord, on passerait un accord entre les différents États, sachant parfaitement que tous les États aspiraient à créer des institutions d'enseignement supérieur, mais qu'aucun d'entre eux, y compris nous-mêmes, n'avait les moyens de créer une université véritable avec toutes les structures de recherche et de formation nécessaires. J'avais donc pensé qu'en faisant de nos universités des universités régionales, appartenant à plusieurs pays, universités donc financées par les différents pays, fonctionnant sous l'autorité de différents pays, on parviendrait à éviter l'émiettement de l'enseignement supérieur et à avoir une masse critique autour des deux grands pôles. Alors qui était le plus gêné, Senghor ou les autorités françaises? Par la crise de 19... Non, par votre non, je n'ai jamais demandé l'avis des autorités françaises. Je ne pense pas que les autorités françaises s'opposeraient à l'époque à cette idée. Il est vrai que les Français, sachant le poids de l'université et l'importance des intellectuels, de la formation des intellectuels dans le rapport avec nos pays, peut-être certainement souhaitaient conserver, je ne dirais pas une certaine autorité sur l'université, mais souhaitaient en tout cas continuer à s'intéresser et peut-être même à interférer dans le fonctionnement de l'université. On ne peut pas comprendre les événements de 1968 si on ne tient pas compte d'abord d'un fait essentiel. Nous étions en période de guerre froide. Et il y avait différentes tendances politiques qui se manifestaient au sein de l'université et aussi au sein de la classe politique sénégalaise. Dès 1960, dès notre entrée dans le gouvernement en 1966, on sentait au sein même de l'Union progressiste sénégalaise, pas peut-être en 1966, mais au fur et à mesure de l'évolution, vers les années 60-68, on sentait une certaine fébrilité de la part de certains qui ne voyaient pas d'un bon œil l'arrivée de ces intellectuels, parce qu'il y avait beaucoup d'intellectuels parmi nos camarades, mais il y avait également beaucoup de syndicalistes. Je dirais même que parmi ces syndicalistes, il y en a qui ont joué un rôle essentiel dans la crise de 1968. C'était taxé de communiste. Oui, il y avait ça. C'est-à-dire que dès l'instant que on n'était pas d'accord avec une certaine vision, et bien vous étiez marxiste, communiste, etc. C'était la règle, et d'ailleurs, la répression s'abattait sur tous ceux qui, en fait, même s'ils étaient profondément nationalistes, ne partageaient pas qu'une certaine domination puisse continuer de s'exercer sur nous. En fait, le problème essentiel était le problème de la rupture entre l'ancien et le cours nouveau. Rompre avec, évidemment, le système de domination et d'exploitation qui était instauré pendant la colonisation et retrouver maintenant des orientations nouvelles qui restituent aux peuples africains, aux peuples sénégalais en particulier parce que nous partons du Sénégal, la totalité de leur initiative en ce qui concerne leur propre destin. Maintenant, ils ont survolé un peu et vous devenez, quelques années plus tard, les premiers Africains directeur général de l'UNESCO. Oui, il est vrai, mais avant de devenir directeur général de l'UNESCO, j'ai été quand même j'ai été à l'UNESCO pendant 4 ans comme sous-directeur général chargé de l'éducation. Il y avait une crise au sein de l'UNESCO qui était provoquée
au secteur de l'éducation par un certain nombre de spécialistes qui contestaient l'autorité du directeur général, qui contestaient d'ailleurs certains des programmes de l'organisation à l'époque. Et le directeur général de l'UNESCO, qui était René Maheu, est venu au Sénégal et Maheu m'a proposé d'entrer à l'UNESCO comme sous-directeur général chargé de l'éducation, le poste étant devenu vacant à la suite de la crise dont je viens de parler. Le président du conseil exécutif de l'époque, ça je le révèle pour la première fois, qui était mon ami Gianfranco Pompei, qui était italien, qui était ambassadeur d'Italie à Rome. Il était italien, mais il était ambassadeur d'Italie auprès du Vatican. Quand je lui ai appris que mon prédécesseur voulait que je vienne diriger le secteur de l'éducation, m'a demandé de passer le voir à Rome. Et quand je suis allé à Rome, il m'a dit, mais écoutez, vous n'allez pas accepter d'être sous-directeur général chargé de l'éducation. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que vous êtes le prochain directeur général de l'UNESCO. J'ai ri en lui disant comment je suis le prochain directeur général. Il m'a dit, mais oui, dans le conseil exécutif, tous vos collègues sont convaincus qu'il faut, après le départ de Maheu, prendre quelqu'un du tiers-monde et vous êtes le plus indiqué. Et il me dit, n'acceptez pas, parce que si vous acceptez, au contraire, peut-être celui qui est directeur général, il m'a dit, nous avons l'expérience, il va essayer de vous détruire. Et vous avez suivi son conseil? Non, pas du tout. Je lui ai dit, écoutez, je regrette. Je vais accepter justement à cause de la raison que vous indiquez. Si je ne suis pas capable de diriger le secteur de l'éducation, eh bien, c'est que je ne serai pas capable de diriger une organisation comme l'UNESCO. Donc, pour moi, c'est un test. Effectivement, j'ai pris le secteur de l'éducation et dès que j'ai pris la direction du secteur en novembre 1970, il y a eu une mission qui m'a été confiée par mon prédécesseur. Et cette mission m'amenait en Afrique. La conférence générale de l'UNESCO avait voté des résolutions demandant aux directeurs généraux d'apporter leur aide au mouvement de libération, au mouvement africain de libération. Donc, on me confie une première mission d'aller à l'OUA et de discuter avec l'OUA les mesures qui pourraient être prises dans le sens pour mettre en œuvre la résolution. Mais en me disant bien, les mouvements de libération sont des mouvements qui font la guerre. Nous sommes une organisation internationale de la paix, donc nous ne pouvons pas être impliqués dans. J'ai dit bien, je vais voir ce que je vais faire. Alors quand je suis arrivé à Addis Abeba, j'ai rencontré le secrétaire général de l'OUA qui était Teli Diallo, qui était un ami. Nous avions fait nos études ensemble en France. J'ai rencontré également son adjoint qui était Mohamed Sahnoun, qui était d'Algérie, et j'ai discuté avec eux de la façon d'accomplir ma mission. Il m'a dit, écoutez, nous regrettons, mais nous ne pouvons pas définir un programme avec vous. Il faut que que vous preniez contact avec le mouvement de libération. Alors j'ai expliqué à l'époque que je n'avais pas le droit de prendre des contacts avec les mouvements de libération, mais qu'eux, ils avaient le droit de se faire assister par les mouvements de libération, en discutant avec nous. Alors, donc ils ont accepté le principe. Stratégie. J'ai prévenu le siège à Paris, et le directeur général m'a dit oui, qu'il ne voyait pas d'inconvénient. Je suis allé donc à Dar es Salaam. À Dar es Salaam, je me suis réuni pour la première fois avec tous les chefs des mouvements de libération, les Olivier Tambo, qui est mort maintenant, qui était le secrétaire général, avec également Sichano, qui est maintenant président de la République du Mozambique, avec également Sam Juma, qui est maintenant président également de la Namibie. Donc, avec toutes ces Africains qui se battaient pour l'indépendance contre l'apartheid, nous avons préparé un programme que le Conseil exécutif de l'UNESCO a accepté et que j'ai mis en œuvre. Voilà donc quand le mandat de René Maheu était sur le point de se terminer, je reçois un jour un envoyé de l'OUA qui était Ahmed Sahnoun. L'adjoint de Teli. Teli. Ahmed Sahnoun me dit, voilà, Mahtar, nous avons discuté au secrétariat de l'OUA, nous avons pensé que le temps est venu pour l'Afrique de présenter un candidat
au poste de directeur général d'une des organisations du système des Nations Unies. Jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais présenté de candidat et nous sommes convenus que l'organisation qu'il fallait viser, parce qu'une des plus importantes, c'est l'UNESCO, et nous avons pensé que tu étais le candidat approprié et l'OIA voulait présenter ta candidature pour le poste de directeur général de l'UNESCO. J'avais répondu. En quelle année? En 1974, au début de l'année 1900. J'avais répondu à Sarnoun que j'ai toujours agi dans la clarté la plus totale avec mon prédécesseur et que je ne pouvais lui donner ma décision qu'après m'être concerté avec lui. En effet, je suis allé trouver Maheu, je lui ai dit carte sur table, voilà, mon cher collègue, on vient de me proposer telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute. Est-ce que vous êtes candidat? Vous voulez, à votre réélection? Oui, à votre réélection. Il m'a dit non, je ne suis pas candidat à ma réélection. Il est temps, oui, maintenant je dois partir. Il était malade d'ailleurs. C'est le tour du tiers-monde. Et dans le tiers-monde, vous êtes les mieux indiqués, les mieux placés. Et tout le monde est presque unanimement d'accord pour que vous soyez le directeur général. Alors j'ai dit à Marie, écoutez, d'accord, je donne ma réponse. Donc j'ai donné une réponse. Non, je n'avais pas donné en commande. Ça, j'ai fait cette démarche après. Je reviendrai tout à l'heure. En fait, j'ai dit à Sarnoun que je lui donnerai ma réponse. Entre-temps, Senghor vient à Paris. M'appelle un beau jour, j'allais le voir d'ailleurs pour régler des problèmes d'un atlas du Sénégal qu'on devait faire avec un certain nombre de spécialistes sénégalais, dont d'ailleurs un de mes anciens professeurs à la Sorbonne qui s'appelait Jean Drèche, et aussi avec Pélissier qui était un géographe qui avait vécu au Sénégal, et Madame Manchi. Après l'entretien, Senghor me dit, bon, je veux te voir. Je dis, bien, d'accord. Après l'entretien, Senghor me dit, bon, j'ai appris que tu es candidat au poste de directeur général de l'UNESCO. Je dis, mais première nouvelle, qu'est-ce qui t'a dit que je suis candidat? Il m'a dit, mais l'OIA a présenté ta candidature. Je dis, oui, l'OIA m'en a fait. Mais moi, je n'ai pas donné encore de réponse à l'OIA. Il m'a dit, mais il faut présenter, il faut comprendre. Oui, on m'a chargé de te consulter. Si tu es d'accord, je présente ta candidature. J'ai dit à Senghor, attendez. Je vais voir Maheu. C'est là où j'ai vu Maheu. Oui. Et quand Maheu m'a donné son feu vert, d'ailleurs Senghor contestait en me disant c'est pas la peine d'aller voir Maheu. Enfin, l'accord a été conclu et c'est ainsi que ma candidature a été présentée. Heureusement d'ailleurs que j'avais pris ces précautions parce que par la suite il y a eu d'autres problèmes. Le Sénégal a failli faire marche arrière, Maheu lui-même voulait revenir, mais enfin le conseil exécutif a été unanime. Et la première fois c'était en quelle année? 1974, novembre 1974. Ok, et vous avez fait combien d'années? J'ai fait 2 mandats, un de 6 ans et un de 7 ans. 13 ans de mandat. Et vous tombez, vous recevez les républicains de Reagan en plein mandat. Oui, il y a eu d'abord quand même, non, attention, quand j'ai été le directeur général, c'est pas, Reagan n'était pas encore au pouvoir. C'est en 81. J'avais d'abord Ford. Oui. L'administration républicaine, mais avec laquelle il n'y a pas calme parce que Ford il n'y a pas eu de problème. Oui. C'était d'accord au moment du départ de Nixon. J'ai eu donc Ford. Non, il n'y a pas eu de problème. Ensuite, ce sont les démocrates qui sont venus au pouvoir. Et je dois dire que pendant les 4 ans d'administration démocrate, il n'y a eu aucune difficulté. Nous avions une bonne coopération. Quand Reagan a commencé son mandat aussi, il y a eu au départ, mon premier mandat, 74-80, il n'y a eu aucun ni avec le gouvernement républicain qui était là avant. Ford, quand même, c'était un remplaçant de Nixon, donc il était très, très... ni avec également les démocrates. Je dirais même qu'avec les démocrates, ça passait assez bien. J'ai essayé de les aider d'intervenir dans les crises qui ont eu lieu à l'époque, parce qu'il faut dire qu'être directeur général de l'UNESCO, c'est diriger l'UNESCO, mais directeur général de l'UNESCO vous donne également des possibilités de contact avec les autres pays. J'ai été donc amené à intervenir au moment de la crise iranienne. D'abord, dès le début de la crise, j'ai essayé de convaincre
les Irakiens et les Iraniens d'arrêter la guerre. Et les Américains? Ah non, les Américains n'étaient pas au courant de mes démarches, parce que je les faisais. Mais les Américains ont été maintenant au courant de mes démarches avec le problème des otages américains. Les Américains avaient commencé, c'est là où ils ont commencé à créer leur première force d'intervention extérieure. Alors j'ai envoyé un émissaire de ma propre initiative à Khomeini. J'avais demandé à Sadr el-Mahdi, qui était Premier ministre, qui deviendra Premier ministre d'ailleurs du Soudan, de venir me voir. Nous avions une conférence des ministres de la culture du monde entier à Mexico. Je lui avais demandé de venir me voir à Mexico, et avec d'ailleurs la complicité du gouvernement mexicain. Il a pu rentrer. Nous avons dit, je lui ai dit, écoutez, allez voir, je voudrais que vous alliez voir Khomeini de ma part. Dites-lui que la situation actuelle risque de dégénérer, et au détriment des pays du tiers-monde. Parce que je lui ai dit, si la crise persiste avec les Américains, la tentation serait très forte d'intervenir militairement contre l'Iran pour essayer de récupérer les otages. Et en ce cas, vous avez des alliés dans les pays arabes qui pourraient être tentés en représailles de détruire les installations pétrolières. Khomeini me fait répondre en me disant, écoutez, oui, qu'il n'avait pas envisagé, du moins d'après ce que m'en a rapporté Sadr el-Mahdi à l'époque, il m'avait dit qu'il n'avait pas envisagé la question de cette manière, qu'ils n'ont pas réfléchi donc aux conséquences possibles pour les autres pays du tiers-monde. Mais qu'il me donnait une double assurance. La première, c'est que les otages seraient libérés après les élections en Iran, pas avant. Deuxièmement, qu'il répondait de la sécurité de tous les otages américains sans exception, et qu'on ne toucherait pas un cheveu de l'un d'entre eux. Mais en même temps, il demandait aux États-Unis de ne pas intervenir militairement, parce que si une intervention militaire se produisait, il ne pourrait plus garantir il ne pourrait plus respecter la parole qu'il venait de donner. J'en ai informé les Américains, qui avaient d'ailleurs voulu voir mon envoyé avant le départ. J'ai dit non, et quand il est revenu, j'ai dit de prendre contact. Il a pris contact avec les Américains, je les ai informés. Mais ce qui intéressait l'administration américaine à l'époque, c'était Carter, c'était la libération des otages avant les élections américaines. Or, les élections américaines se situaient après les élections iraniennes. Avant les élections iraniennes. Avant les élections. Et Reagan et son administration ont vu en vous une espèce de trouble fait. Oui, non, là, évidemment, il y a eu, à mon avis, pendant un certain temps, quand Reagan est venu au pouvoir, il y a eu une période où les relations étaient des relations normales. Dans cette administration, il y avait quand même un certain nombre d'idéologues qui, dès le départ, pensaient qu'il fallait détruire le système des Nations Unies. Ce n'est pas l'UNESCO, d'ailleurs, à laquelle ils s'attaquaient en premier lieu. Les ouvrages qui ont été publiés par la Fondation Heritage, c'était des ouvrages qui étaient dirigés contre l'ensemble du système des Nations Unies, en particulier contre les Nations Unies elles-mêmes. Un des ouvrages était intitulé A World Without United Nations, un monde sans les Nations Unies. Et c'était une campagne extrêmement intense. Et ces idéologues avaient dans l'idée que les points de vue exprimés par le gouvernement des États-Unis, aux États-Unis, et dans le cadre même du Congrès des États-Unis, devaient prévaloir au sein des organisations internationales du système des Nations Unies. Or, ces organisations n'ont pas été créées pour être les instruments de quelque pays que ce soit, mais pour susciter la coopération internationale. Et dans cette coopération dans la coopération intellectuelle internationale, qui était le domaine de compétence de l'UNESCO, je dois dire que j'ai toujours eu une coopération extrêmement étroite avec les intellectuels et les institutions américaines et avec les intellectuels américains. Il n'y a eu aucun problème de ce point de vue-là. D'ailleurs, dans la lettre que l'administration Reagan avait envoyée pour son retrait de l'UNESCO,
l'administration Reagan ne m'a pas mis en cause personnellement. Au contraire, ils ont dit même qu'ils appréciaient les efforts que j'avais développés, déployés, etc. Pendant tout le temps que j'ai été directeur général de l'UNESCO, je me suis toujours efforcé d'obtenir le consensus le plus large sur tout problème qui pouvait être controversé. Mais les idéologues de l'administration Reagan considéraient, eux, à un moment donné, qu'il ne fallait plus discuter pour aboutir à un consensus. Ils pensaient certainement que leur point de vue était le seul point de vue valable et qu'en conséquence, chacun devait se soumettre. Et j'ai toujours opposé à cela le fait qu'une organisation internationale est libre de ses décisions et que ce sont ses États membres qui prennent ces décisions. Ils ne sont pas tout à fait retirés, ils avaient conservé le pays d'essai. Non. Ouais, non. C'est-à-dire que j'ai dit à l'époque dans une conférence que j'ai faite à Los Angeles qu'en fait les États-Unis se sont retirés par la grande porte et sont revenus par la fenêtre. Tout le monde s'est mis à rire quand je l'ai dit, à Los Angeles même. En fait, les Américains n'ont jamais quitté un certain nombre de programmes de l'UNESCO qui étaient des programmes essentiels. Je parlerai de certains programmes intergouvernementaux, concernant l'océanographie par exemple. Les Américains en avaient besoin, non seulement du point de vue scientifique, mais également des intellectuels américains, des spécialistes américains m'ont avoué qu'ils en avaient même besoin du point de vue stratégique. Parce que c'est grâce à ces programmes que leurs scientifiques pouvaient accéder à certaines mers et entreprendre certaines études qui étaient certes des études scientifiques destinées à l'amélioration des océans et de leur mise en œuvre, mais en fait qui étaient également utilisées dans le domaine militaire. Je donne cet exemple. En ce qui concerne également, il y avait le programme international de développement de la communication, mais ce sont des programmes qui étaient financés par des fonds extra-budgétaires. Mais en fait, le grand problème, c'est que, je crois, c'est que certains dirigeants américains, comme aujourd'hui d'ailleurs, n'ont jamais admis que leur point de vue puisse être contesté. Le Sénat prenait des décisions sur des questions et les Américains voulaient que j'applique ces décisions à l'UNESCO. J'ai dit non, je n'applique pas une décision prise par le Congrès de quelque pays que ce soit. Vous êtes en pleine bataille pour le nouvel ordre de l'information. Oui, il y a eu maintenant ce qui a évidemment aggravé peut-être la situation, c'est qu'en ce moment se posait le problème du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. C'est un problème également très ancien. Même au moment de la création de l'UNESCO, McLeish, qui était le chef de la délégation des États-Unis, avait insisté sur l'importance que représentaient les moyens de communication de masse dans la poursuite des idéaux de l'UNESCO. Et tous considéraient donc que l'UNESCO devait jouer un rôle dans le domaine de l'information et de la communication. Alors, le nouvel ordre maintenant mondial de l'information et de la communication, tant que les Nations Unies, tant que le système des Nations Unies était dominé par les Occidentaux, il n'y avait pas tellement de difficultés sur un certain nombre d'orientations. Mais c'est à partir du moment où les pays du tiers-monde arrivent en masse à l'UNESCO, surtout au début des années 1960, et posent des questions sur les déséquilibres qui existent dans le monde. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes commencent à surgir. Et les pays en développement disaient, mais il y a un déséquilibre notoire dans la circulation de l'information, tout vient du Nord, et le Sud, nous n'avons qu'à subir. Ce que veut le Nord, les informations et les messages véhiculés sont des informations et des messages conformes à la sensibilité, à la vision, aux intérêts des pays du Nord, et qu'on oublie la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand on parle des pays en développement, c'est pour montrer évidemment des images de catastrophes, de famine, de faim, etc. Évidemment, le problème de la liberté de l'information s'est posé aussi. Les pays du Nord disant aux pays en développement, oui, l'information n'est pas libre chez vous parce que tous les médias sont le contrôle des gouvernements. Alors, à l'époque, j'étais intervenu dans le débat en disant, écoutez, le fait qu'un média soit sous l'autorité d'un gouvernement ne veut pas dire forcément que la liberté de l'information ne peut pas être assurée. Et j'avais cité le cas notamment de la BBC. Mais je disais,
tout dépend de la liberté que l'on laisse aux journalistes de faire leur métier en toute responsabilité. Mais le fait aussi, il faut le remarquer, c'est que dans nos pays, les gouvernants ont eu tendance à faire comme pendant le système colonial, c'est-à-dire à utiliser les médias en fonction de leur propagande individuelle ou de leur propagande, en tout cas du système établi dans les différents pays. C'est ça le grand problème. Et je ne cesse d'ailleurs de dire aux pays en développement, vous ne pouvez pas demander la liberté de l'information et l'équilibre de l'information dans le monde si vous refusez également dans votre pays qu'il y ait la liberté de l'information. Ça nous mène directement à cette crise irakienne. Oui. Pendant 2 semaines de guerre, toutes les images qu'on avait étaient des images filmées à partir de l'axe, des caméras protégées par les militaires. On voyait seulement Bagdad en feu. Oui, on ne voyait jamais, on n'était jamais dans le Bagdad en feu. Oui, ça, à mon avis, c'est une mise en scène. Une mise en scène spectaculaire qui a été voulue par ceux qui menaient la guerre. Ils ne voulaient montrer que ce qu'ils voulaient qu'on voit. Il faut d'ailleurs dire aussi quand même que certains médias ont essayé malgré tout d'aller au-delà de cette vision. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui la crise irakienne? Est-ce qu'à la lumière de cette crise, de l'intervention américaine en Irak, est-ce qu'on ne voit pas ici les conséquences de vos craintes il y a 20 ans? Oui, moi je crois que l'intervention américaine en Irak, dans les conditions où cette intervention a été faite, est extrêmement grave parce que c'est une violation délibérée du droit international. Il faut être clair. Seul le Conseil de sécurité des Nations Unies a le pouvoir de décréter une action militaire dans quelque pays que ce soit où serait menacée la paix et la sécurité du monde. Donc, il n'y a aucun doute, aucune discussion possible. C'est le fait du prince, c'est le droit du plus fort qui a prévalu dans l'intervention en Irak. On a justifié l'intervention d'abord, avant de l'entreprendre, par le fait que l'Irak plutôt possédait des armes de destruction massive. Mais il y avait un mécanisme mis en place par l'Organisation des Nations Unies et par le Conseil de sécurité lui-même pour vérifier la véracité d'un tel fait. Les inspecteurs qui ont été envoyés n'ont jamais dit que ces armes de destruction massive existaient. Évidemment, les inspecteurs ont été ambigus parfois en disant « nous n'avons rien trouvé, mais nous allons voir encore, nous allons voir encore ». Est-ce qu'on pense que si ces armes existaient, elles n'auraient pas été utilisées par les Irakiens pour se défendre? On a voulu justifier aussi l'intervention par le fait que l'Irak vivait sous la dictature de Saddam Hussein. Mais cette dictature, tout le monde sait qu'elle existe depuis très longtemps. Je ne la justifie pas, je ne l'approuve pas. La preuve est que pendant toute la durée de cette dictature, je me suis abstenu pour ma part d'aller en Irak. Cette dictature, elle existait quand les Américains ont armé les Irakiens, et les Américains et les Occidentaux ont armé les Irakiens contre l'Iran. Est-ce que vous pensez que les États-Unis se préoccupent du bon devenir de l'Afrique? Moi, je crois que les États-Unis, comme tous les pays, ils ont des intérêts, et que si leurs intérêts les poussent à faire quelque chose quelque part, ils le feront. Mais il faut que les Africains perdent leurs illusions. Ni les Américains, ni les Européens, ni personne ne fera l'Afrique. Ce sont les Africains eux-mêmes qui feront l'Afrique. Très bien. Ça nous mène directement au Sénégal maintenant. Oui. La situation sociale au Sénégal. Oui. Un point qui préoccupe tous les Sénégalais, c'est le cas des talibés. Pouvez-vous nous résumer un peu votre position sur les talibés, ces enfants qu'on voit dans la rue? Vous savez, le cas des talibés, la situation des talibés peut-être est une situation qu'on ne peut pas isoler du contexte général du pays. Au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le dénuement le plus total. Je l'ai déjà dit que la situation des talibés est une situation scandaleuse parce qu'il s'agit d'enfants qui sont exploités délibérément
au profit d'adultes qui ne semblent pas se soucier du tout, ni du présent, ni de l'avenir de ses enfants. Mais il faut quand même distinguer. Il y a talibés et talibés. Je ne confonds pas les talibés que l'on voit dans les rues de Dakar ou dans les rues des grandes villes, tendant la main du matin au soir, mendiant et vivant, dans le dénuement le plus total, de certains talibés qui fréquentent des daras qui sont très bien organisés, où on essaye de leur apprendre quelque chose, où quand même le système d'exploitation qui paraît se développer en ville est loin de correspondre à cette réalité. L'État doit prendre ses responsabilités, doit les assumer. Et l'État ne peut pas ignorer qui envoie ces talibés. Il suffit de prendre les enfants, de les suivre et de savoir où ils habitent, d'où ils sortent. Oui. Il suffit d'aller voir ceux qui les rassemblent, ceux qui les envoient. Il suffit d'aller voir comment ils vivent, dans quelles conditions ils vivent. On me dit que ces gosses sont parfois obligés même de chaparder pour pouvoir faire le versement. Donner au marabout le versement qui leur est assigné. Amadou Mokhtar Mbow, vous êtes un africaniste, vous aimez l'Afrique, vous êtes toujours préoccupé de l'avenir du continent. Quel est, selon vous, l'avenir de l'Afrique? Je ne suis pas pessimiste outre mesure en ce qui concerne l'avenir de l'Afrique. Mais j'ai quand même une conviction profonde. Nous avons des ressources nombreuses. Nous sommes riches en potentialité humaine. Mais nous gaspillons nos ressources naturelles comme nous gaspillons notre potentiel humain dans des querelles sans fin. Ce qui nous manque peut-être, c'est d'abord une certaine maturité. Ce qui nous manque aussi, c'est de comprendre que nul ne fera notre bonheur. C'est par notre travail. Nous, Africains, nous pourrons changer la condition de nos populations. Mais nous ne pouvons pas le faire aussi. Nous sommes des peuples, je dis, nous avons beaucoup de ressources, nous avons beaucoup de potentialité humaine, mais nous sommes faibles. Nous sommes faibles parce que nous sommes divisés. Si l'Afrique était mieux unie, les Africains pourraient changer beaucoup de choses dans le monde. Ils pourraient changer d'abord les rapports de domination et d'exploitation qui leur ont été imposés depuis des siècles et qui demeurent encore de nos jours. Tant que nous n'aurons pas fait l'effort de nous analyser nous-mêmes, tant que nous n'aurons pas fait l'état des lieux dans nos pays. Je prends le cas de la dette. Personne ne semble vouloir étudier la structure de la dette, mais on me dit que le Sénégal doit de l'argent. Je ne sais pas combien le Sénégal doit. Mais si le Sénégal doit de l'argent, d'où vient cet argent? Comment l'argent reçu a-t-il été utilisé? Et on constate, cela est valable non pas seulement pour le Sénégal, mais c'est valable pour tous les autres pays. On s'apercevra d'ailleurs que souvent, la dette a été payée plusieurs fois. Elle a été plusieurs fois parce que par l'accumulation des arriérés de service de la dette s'accroît. Vous ne payez pas une année, les arriérés de la dette, c'est-à-dire le service de la dette, s'ajoutent au capital qui est producteur encore d'intérêts et ainsi indéfiniment. Je crois que c'est un système qui a été créé d'ailleurs pour nous enfermer de plus en plus. Ensuite, prenez les rapports économiques internationaux. Mais ce sont des rapports d'une inégalité invraisemblable. La CNUSED étudie ces problèmes. Mais je n'ai même pas vu dans les journaux de nos pays manifester un intérêt pour les études qui ont été faites et qui montrent le système d'aliénation dans lequel nous nous trouvons et système qui empêche que nous puissions faire quelque progrès que ce soit. D'après les études de la CNUSED, mais l'Afrique n'aurait pas besoin d'investissement extérieur si la détérioration des termes de l'échange n'était pas ce qu'elle est.
d'année en année. Alors, en définitive, moi je crois qu'il appartiendra certainement aux générations qui viennent de prendre en main le destin de leur continent. Ce ne sera pas facile. Mais je le dis, comme je suis optimiste, je continue de penser que ces générations nouvelles pourront changer le cours des choses. Je ne dis pas d'ailleurs que parmi les gouvernants actuels, il ne s'en trouve pas quelques-uns qui ont conscience de la nécessité de changer le cours des événements, mais il leur faut certainement beaucoup de détermination pour y parvenir. Et surtout, je le répète encore, il faudra que nous reposions toujours avec clarté et fermeté la nécessité de l'unité de notre continent. Unis, nous pourrons influer sur les événements du monde, sur d'abord notre propre destin et sur les événements du monde. Désunis, nous ne pouvons pas aller plus loin. Et malheureusement, à l'heure actuelle, nous sommes désunis. Chacun pense qu'il peut régler ses problèmes à lui seul. Un dernier point, M. Mbow. Quel rêve faites-vous pour le Sénégal, votre pays, dans les prochaines 20 années? Oh, vous savez, il y a 50 ans, j'ai rêvé, comme les gens de ma génération, d'un Sénégal démocratique, d'un peuple parmi les plus éduqués du monde, d'une nation forte du travail de ses fils, de la solidarité de tous ses membres, une nation jouant en Afrique même un rôle essentiel dans le progrès de l'ensemble du continent, mais une nation aussi ouverte aux autres nations du monde, des peuples ouverts aux autres peuples du monde, profitant sans doute des expériences des autres, mais apportant également sa propre expérience. Je crois que le peuple sénégalais peut être un grand peuple et il peut surprendre le monde à chaque fois, comme d'ailleurs il y a 2 ans au moment des élections, les jeunes, les femmes se sont levés et ont décidé qu'il y aurait des changements dans ce pays. C'est capable de surprendre. Ça peut surprendre. Moi, je crois. Et puis ensuite, quand même, je suis en contact avec beaucoup de jeunes à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a parmi eux des gens de très grande qualité. On vous dit toujours, quand on a occupé des positions importantes, vous êtes une exception. Non, on n'est pas des exceptions. On s'est trouvé simplement dans des conditions données, à des endroits donnés, dans des situations données. Alors, on a pu donner la plénitude de notre mesure, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres Sénégalais qui sont capables de donner la plénitude de leur mesure à condition que l'occasion leur soit donnée et que les conditions soient favorables à cet effet. Mais je dois dire maintenant que ce n'est pas avec l'indiscipline qui caractérise notre vie à l'heure actuelle, le laisser-aller, le chacun pour soi, et puis cette tendance à vouloir s'enrichir très vite, quels que soient les moyens employés. Je ne pense pas que tout cela soit, en tout cas, de nature à favoriser l'émergence d'hommes nouveaux au Sénégal. Mais je le répète encore, à côté de tout ça, il y a autre chose. Et peut-être il faut compter davantage sur cette autre chose. Amadou Mahtar Mbow, merci. Merci de nous avoir consacré 1 heure de votre temps pour passer en revue votre expérience si riche et qui, à mon avis, servira aux jeunes générations. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous, avec M. Amadou Mahtar Mbow, un Sénégalais d'exception, dont le parcours, comme je l'ai dit au début, ne laisse personne indifférent. Sur ce, je vous dis bonsoir et à très bientôt sur Au fond des choses.